Salut à tous, bienvenue dans The Diversity Society, un programme mensuel réalisé en collaboration avec WooMinds Et présenté par Michel Juvillier. et Elodie Dratler. Nous vous proposons de voir et d'écouter la voix de celles et ceux qui incluent la diversité dans la croissance de leurs entreprises. Un programme en français dans le son, international dans le ton. Ce contenu est également accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Et ce mois-ci, notre thème est le suivant: visibilité des talents LGBT, soft skills, performance et rôle modèle. Une émission produite par The Society's Media avec pour partenaire média 100% Média. Selon le guide Voilà, seuls 18% des femmes lesbiennes dévoilent leur homosexualité dans un cadre professionnel. Un homosexuel sur deux s'est déclaré comme tel sur son lieu de travail, d'après le guide L'autre cercle. 11% des actes LGBT-phobes ont lieu dans la sphère professionnelle en 2021, d'après Mirline. Et d'après LinkedIn, 92% des entreprises admettent que les soft skills sont aujourd'hui plus importantes que les hard skills. Alors, entre manque de visibilité des talents LGBT et le besoin de rôle modèle au sein des entreprises, comment la diversité est-elle un facteur de performance ? Afin d'échanger sur cette problématique et de comprendre les enjeux auxquels sont confrontés les dirigeants, les dirigeantes, les DRH, les marketeurs sur le thème de la représentation de la communauté LGBT, nous poserons 3 questions à nos invités. Visibilité des talents LGBT, qu'est-ce que cela évoque pour nos invités ? D'après eux, quels sont les enjeux en termes de performance, mais aussi de bien-être pour la communauté LGBT au sein de l'entreprise ? Enfin, comment voient-ils l'évolution du coming out des talents LGBT au sein de leur entreprise, au sein des entreprises en général ? Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir Leïla Grison de Publicis. Catherine Tripon de L'autre cercle. Et enfin François Bitouzet de Viva Technologies. Bonjour Catherine, bonjour Leïla, bonjour François et bonjour Michel. Bonjour Elodie. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, bien sûr, visibilité des talents LGBT. Qu'est-ce que ça évoque pour toi Catherine ? Alors, pour moi c'est une évidence, mais pour l'autre cercle ça ne l'est pas. Aujourd'hui, vous l'avez déjà dit, mais plus des 2/3 des femmes lesbiennes ne sont pas visibles de leur hiérarchie ou de leurs collègues de travail. Plus de la moitié sur la population globale, avec nos enquêtes, ne sont pas visibles. Elles le sont plus dans les organisations engagées, dont celles qui ont signé la charte d'engagement LGBT+. Et ne pas être soi-même au travail est une totale aberration au XXIe siècle, dans un pays démocratique et dans des organisations qui parlent d'objectifs de développement durable, qui vont vous parler de RSE. Les jeunes aujourd'hui ont une vision tout à fait différente de leurs aînés. Et ne pas être visible, c'est brider des talents. Merci Catherine, ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est une phrase qui est hyper importante. Ne pas être soi-même dans le monde du travail, d'une certaine manière, c'est une souffrance, si j'ai bien compris ce que tu évoques. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de masques sociaux qui sont parfois utilisés par les uns les autres, que ce soit pour sa différence de genre, voire sa différence ethnique. Donc, même question pour toi, Leïla, qui travaille dans un grand groupe international tel que Publicis. Quand on parle de la visibilité des talents LGBT, qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Alors, la première des choses, évidemment, et sans doute, je répéterai un peu ce que vient de dire Catherine, mais ça me paraît essentiel, donc on ne le redit jamais assez. Quand plus de la moitié des personnes concernées, donc homosexuelles, lesbiennes ou bisexuelles, n'osent pas se déclarer ou être elles-mêmes au sein de l'entreprise, alors à la fois sur le plan éthique, il me paraît insoutenable et inconcevable qu'on puisse s'oublier, s'effacer ou se cacher parce qu'on craint ou on redoute le rejet. Et qu'on a beau être très très en avance sur le droit LGBT qui est plus en France, la société reste quand même très 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 hétéronormée, notamment à la machine à café. Donc ça, c'est un premier point. Et parce qu'effectivement, et tu le disais, je travaille au sein d'un grand groupe international qui a, parce qu'il est très grand, de grandes responsabilités, donc là on est sur la responsabilité éthique, mais aussi des enjeux de performance. Et
il se trouve que là comme ailleurs, quand on ne peut pas être soi au travail, c'est 26% de productivité en moins ou d'efficacité en moins parce que la douleur ou l'énergie que ça coûte de devoir mettre un masque, eh bien, c'est du temps qu'on ne met pas à juste pouvoir exposer, exercer son talent. Donc voilà, ça c'est sans doute la première des raisons ou la première des choses que ça m'évoque quand on parle de visibilité des talents LGBT. Il faut le retenir, ce chiffre, 26% de productivité en moins, donc il y a un lien direct en fait, avec la capacité, la volonté, la possibilité d'être soi, de s'affirmer, d'avoir une place dans l'entreprise. De ton côté, évidemment, cette visibilité, elle est aussi très importante. Elle se mesure peut-être d'une autre manière. Tu travailles aujourd'hui à la direction de Vivatech. Je ne sais pas si avant, tu pouvais, dans d'autres expériences, faire aussi ce lien sur cette performance. Mais ça engage quoi aujourd'hui, la visibilité des talents LGBTQI? Oui, je pense que le sujet, il est à la fois le risque de perte effectivement de productivité, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, au-delà de ça, c'est que quand on est bien dans son entreprise, qu'on peut assumer d'être qui on est, c'est pas simplement qu'on ne perd pas de productivité, c'est qu'on en gagne. Et moi, je crois beaucoup que la diversité aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, au-delà des questions philosophiques, éthiques, c'est une force. C'est-à-dire que dans un monde où les marchés changent de manière incroyablement rapide, où il faut être agile, je pense que cette diversité, qu'elle soit liée au genre, aux gens qu'on aime, mais ça peut être aussi aux origines, au fait d'être une femme, etc., eh bien, ça nous fait tous grandir, ça nous permet tous d'être plus créatifs, et c'est ça qui est intéressant dans le monde de l'entreprise. Et ce que je trouve intéressant aujourd'hui, et par rapport à cette visibilité, c'est que pendant des années, je pense que quand on était gay, lesbienne, bi, trans, on pouvait avoir peur en se disant je risque d'être mis au placard en essayant d'en sortir. On pouvait avoir peur d'être viré, parce que c'est des choses aussi qui se faisaient. Et aujourd'hui, les choses s'inversent. C'est-à-dire on est quand même dans une autre configuration économique où les talents sont plus recherchés. Et je pense que c'est intéressant de dire, le fait d'être visible, c'est pas quelque chose qui est concédé par l'entreprise, c'est quelque chose qu'il faut demander, qu'il faut revendiquer. Et moi, je dis toujours aux gens, si l'entreprise dans laquelle vous allez vous rendre, vous allez être embauché, ne vous garantit pas ces conditions de travail, ne leur donnez pas votre talent. Et c'est extrêmement important de le dire, il faut faire la grève des talents par rapport aux entreprises qui ne nous donnent pas notre place, c'est extrêmement important. Alors, je veux juste un petit complément d'information. Oui, j'ai plutôt parlé des LGB, c'est-à-dire lesbiennes, gays et bisexuels. Pour les personnes transgenres, c'est l'inverse. Évidemment, on parle donc de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Et là, on voit arriver des nouvelles générations qui font le choix de la non-binarité, qui ne veulent pas être identifiées comme étant garçons, filles, homo, hétéros. Et la visibilité forcée justement des personnes, soit qui ont fait leur transition et qui ne sont pas forcément en totale conformité entre leur état civil et leur apparence, ou effectivement qui entament un processus de transition et qui vont oser le faire. C'est ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que je vais pouvoir le faire dans mon entreprise sans perdre mon job? Aujourd'hui, beaucoup trop de personnes en transition ont perdu leur boulot. Et ça, c'est pas acceptable. Et c'est directement lié? Bien sûr, bien sûr. Vous engagez un garçon et en fait on vous dit c'est une fille. C'est compliqué. Tant qu'on n'a pas ce travail d'apprentissage à l'école, et là joue le rôle de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur, ou si on n'apprend pas ce qui existe dans la réalité de la société, alors on n'avancera pas là-dessus. Et on n'aura pas la compréhension, effectivement, que la question du genre, quelque chose qui a un caractère politique pour certains, ce qui est un tort. On a dévié le sujet. La question, c'est d'être bien soi-même. On revient à la question de qualité de vie, bien-être au travail. Si je suis bien dans la peau dans laquelle je suis, et si j'ai toujours été bien dans un corps, dans un genre féminin, alors que je suis un homme aux yeux de l'état civil, il est où le sujet? Elle est où la compétence? Elle est où la performance? Il y en a moins? Je serais tenté de dire il y en a plutôt plus, en général, pour les personnes LGBT+, qui doivent souvent subir ou ont subi dans leur vie familiale, scolaire et autres, généralement ça tanne de cuir et ça vous rend beaucoup plus costaud pour résister à la pression. Oui, puis alors Merci, précisément, et effectivement, ça fait le point entre ce que vous disiez sur la performance. Il n'est pas d'écosystème consanguin qui soit reconnu très prolifique et ni très pérenne. Et précisément, donc là, on est là pour parler des diversités LGBTQI+, mais associé à toutes celles que tu évoquais tout à l'heure, François, mixité sociale, diversité d'origine, diversité de parcours, que sais-je, d'âge. Il est bien entendu ou facile d'imaginer que la diversité des profils et donc des chemins de pensée va nourrir plus de créativité, plus d'innovation. Il n'y a pas une entreprise qui a intérêt à se priver de plus de créativité et d'innovation dans un monde qui bouge, effectivement, tu le disais très bien. Ni de talent, dont 30% des jeunes
refusent effectivement d'être rangés dans une case binaire. Et quand on est dans un contexte de guerre des talents, eh bien, il conviendrait d'adresser ces 30% de jeunes qui vont venir demain nous honorer s'ils investissaient dans nos entreprises. Qui seront peut-être également noirs. Oui, qui auront peut-être un handicap. Oui, oui. Qui auront sans doute peut-être une affirmation de conviction religieuse. Tout à fait. Parce qu'on n'est pas juste à un moment donné une singularité. Non. Tout à fait. On est composé de plusieurs singularités qui n'ont jamais produit D'ailleurs, son j'ai histoire. appris un mot qui s'appelle l'intersectionnalité. Absolument. Entre ces différents Piliers de la aspects diversité. que sont le genre, que sont l'ethnie, que sont les origines, entre handicap. autres, ou le handicap. L'âge. Donc L'âge. effectivement, cette intersectionnalité fait ce que nous sommes tous, 7 milliards d'êtres humains, uniques. Et c'est cette différence qui fait que la société fonctionne. On l'espère en tout cas, peut être harmonieuse sur le papier. Alors justement, je parle d'harmonie. On a beaucoup parlé de performance dans ce que vous venez d'étayer, Catherine, Leïla et François. Et justement, quels sont les enjeux en termes de performance et de bien-être au sein de l'entreprise, parce que je rappelle ce qui a été dit en tout premier lieu, ne pas être soi dans le monde en sens large, c'est une grande souffrance. Donc, quels sont les enjeux en termes de performance et de bien-être au sein de l'entreprise autour justement de cette acceptation, voire même de cette revendication d'appartenir à la communauté LGBT? Alors, ce n'est pas Catherine. forcément une revendication. Tout le monde n'a pas cette vision politique. Bien sûr. En revanche, il y a un mot qui ressort très régulièrement quand vous discutez des politiques RH, c'est l'engagement des salariés. Comment voulez-vous être engagé si vous ne pouvez pas être vous-même? Si à un moment donné, il y a un enfant qui arrive dans votre foyer, vous avez envie de partager ce moment avec vos collègues, et il se trouve que vous n'êtes pas le parent biologique. Il se trouve que cet enfant, alors maintenant, si c'est un couple de femmes, la PMA depuis fin 2021 vous permet effectivement de bénéficier des droits liés à la parentalité. Si vous êtes un garçon et avec votre compagnon, vous allez faire une GPA qui n'est pas autorisée à l'étranger. Cela étant, quand l'enfant revient en France, il n'est pas patrine. L'administration le reconnaît, il a un des deux parents. Donc si vous n'êtes pas le parent biologique et que vous voulez partager ce moment de bonheur ou activer des droits, eh bien vous le faites ou vous ne le faites pas. Ça va prendre des risques ou pas des risques. Ça pèse sur le quotidien. Quand vous entendez des propos déplacés, on n'entend pas beaucoup de propos racistes, antisémites sur le lieu de travail parce que ça réagit immédiatement. Mais les propos sexistes, les propos LGBT-phobes, les propos spécifiquement lesbophobes, le fait d'être femme et lesbienne, je peux vous dire que ça y va franco. Dans une enquête, un gros programme qui s'appelle Voilà, sur la visibilité ou l'invisibilité des lesbiennes au travail, vous avez 51% de femmes qui ont subi agression ou discrimination. 34% ont décidé de quitter leur boîte. Et vous en avez pas loin de 30% qui ont eu des pensées suicidaires. Pardon, 45% qui ont eu des pensées suicidaires. À un moment donné, qualité de vie, bien-être au travail, moi je mets plutôt risques psychosociaux, les RPS, qui quand même sont un warning sur l'étape de dirigeants et bien sûr des équipes RH. Donc comment voulez-vous, quand vous entendez des propos déplacés, la petite blagounette, un petit peu pédé aux tapettes, un peu goudou, j'ai tendance à dire que ce n'est pas la LGBT-phobie lourde, c'est quand même rarement un compliment. Et donc quand vous entendez ça, est-ce que vous allez vous rendre visible? Est-ce que vous allez partager un moment de bonheur? Est-ce que vous allez juste dire, voilà, mon compagnon est malade? C'est des moments difficiles, et on l'a vu d'ailleurs. Tout le débat autour du PAC, c'était la non-reconnaissance d'un couple, et qui faisait que beaucoup de gays qui se trouvaient atteints du sida, leurs compagnons vivaient ce moment de douleur. On parlait des aidants avant l'émission. Et est-ce que je peux être aidée là-dessus? Est-ce que je peux m'organiser pour accompagner mon compagnon qui est malade? C'était très compliqué. Ça l'est encore aujourd'hui. Alors, c'est vraiment ce que tu disais, François, évidemment, ça va mieux. Ça va nettement mieux. Je veux dire, ça fait 25 ans qu'on l'autre cercle travaille là-dessus. Ça fait 10 ans qu'on voit vraiment les choses évoluer. Et parce qu'en face, la société pousse à ça. Spontanément, l'employeur, public ou privé d'ailleurs, il n'y est pas naturellement. La question de la diversité, c'est venu aussi parce qu'il y a des revendications, là on va parler de thèmes politiques, de minorités visibles ou non visibles, qui ont dit à un moment donné, stop, on existe nous. On n'est pas que les soutiens derrière, on bosse, on a le droit de bosser, et surtout si on a du talent, on contribue. On contribue, on doit pouvoir avoir les mêmes chances que nos camarades qui font partie du groupe majoritaire. Oui, et justement, ce qui est intéressant et ce que je retiens là, c'est quand même que l'entreprise, elle est obligée de se transformer parce que cette transition égalitaire, elle est demandée par une jeunesse, par une génération de millennials qui est elle-même la plus diversifiée depuis l'origine du monde. On n'a jamais vu une génération aussi riche de ces mélanges qui, justement, oblige l'entreprise à faire un pas de plus vers des enjeux d'intégration, de prendre en considération, évidemment, les risques de perte de talent. Là, je retiens
les 30% quand même, de perte de talents féminins touchés par, j'allais dire, une forme de racisme quand même. Enfin, c'est quand même un rejet profond d'un être humain. On n'a pas à le juger sur une préférence affective. Donc les enjeux, ils sont profonds, ils sont réels, ils touchent la santé, ils touchent aussi... quoi d'autre pour toi, quand on touche comme ça au bien-être et en même temps revendication d'une population qui fait les talents, qui font les talents et qui feront les viviers de talents de demain. C'est-à-dire, c'est vraiment aujourd'hui que ça se passe sur cette génération-là. Alors ça touche effectivement en premier lieu donc, le bien-être et qui, lui, a un impact immédiat sur la rétention. Tu l'évoquais, la rétention de tes talents en interne. Car si tu ne te sens pas aligné avec ta boîte, tes collègues, eh bien, il y a peu de chances pour que tu aies envie de continuer de contribuer positivement, effectivement, à l'entreprise. On va pas revenir sur la santé, mais enfin quand même, quand on se renie, on s'est renié, qu'on l'a peut-être déjà été par ses parents. Ce qui concerne la moitié des personnes homosexuelles, c'est qu'à un moment, elles ont été rejetées par leurs parents. C'est durable, pas durable, mais ça fait mal et ça peut vous conduire aussi, maladie psychique, etc. Donc ça, c'est la première partie, effectivement, c'est rétention des talents, et pas seulement que les personnes LGBTQI+, mais aussi les alliés ou les gens qui considèrent que tout le monde devrait avoir le droit à sa place, à sa juste place, à sa juste reconnaissance quand on a du talent et de la compétence. Donc voilà, rétention des talents. Et puis après, attractivité des talents. Enfin voilà, moi je me remets à ma place de petite directrice d'un grand groupe sur ma petite activité. On le voit, l'injonction bienfaitrice et bienfaisante des jeunes à rejoindre, et des moins jeunes, à rejoindre des entreprises qui, effectivement, affichent haut et assument fort le fait que l'ensemble des diversités, et notamment la question LGBT, est plus que bienvenue en entreprise. Là où certains se posent encore la question. On me pose encore la question, parfois au sein du groupe, rarement, mais on me la pose encore. Heureusement, pas au plus haut niveau, où il n'y a pas d'enjeu à ne pas en faire un sujet, bien au contraire. Et on me la pose aussi encore à l'extérieur, parfois, sans malveillance, me disant, est-ce que le sujet LGBTQI+, a bien sa place en entreprise ? Est-ce que c'est un sujet, bien sûr, c'est un sujet de société, c'est un sujet qui relève de l'intimité. Pourquoi devrait-il avoir sa place en entreprise ? Alors, c'est une question, et je parlais tout à l'heure en préparant l'émission, que j'avais une question qui me taraudait l'esprit, et c'est précisément cette question. Alors, voilà, oui, pardon. C'est précisément cette question qui d'une certaine manière, je pourrais dire, voilà, quelles sont mes préférences sexuelles, soyons clairs, je dis les choses. Ça importe peu, j'allais dire, au niveau public, au niveau de la société ou de l'entreprise où je travaille. Mais, par contre, ce que je comprends en vous écoutant, et c'est pour ça que je profite de ce moment-là précis, au moment où tu poses la question qui me taraude un peu l'esprit, où je dis mais c'est de la sphère privée, où je me rends compte qu'en termes de bien-être personnel, c'est important en réalité pour certaines personnes stigmatisées de par leur préférence, ou en tout cas pour leur appartenance en termes de genre. C'est un enjeu, en tout cas on parle beaucoup des maladies psychiques et mentales actuellement, et que cette question-là, elle est quand même au cœur au moins de ce bien-être mental. Absolument, mais pour revenir à la question du coup que je te remercie d'appuyer, de reposer, et laquelle je vais essayer de répondre, et sans doute que ce ne sera pas complet comme réponse, donc là je laisserai mes camarades compléter, mais oui, ça a sa place entreprise pour plusieurs raisons. D'abord, il faut faire une différence entre ce qui relève de la vie privée et de l'intimité. D'accord ? Moi, le matin, je me lève, je suis une femme hétéro, j'ai 2 enfants. Bon, bah, ça, c'est OK, c'est ma vie privée, mais je viens avec au bureau, en fait. À aucun moment, on me demande... alors, j'amène pas mes enfants au bureau. Je pourrais, ou je le faisais quand j'étais petit, qu'il y avait des grèves. Mais à aucun moment, on me demande de mettre un masque qui annulerait et ma couleur de peau, et mon genre, et mon orientation affective. De 2023, je ne sais pas ce qu'elle sera en 2025. Donc ça, on ne me demande pas de l'enlever. Et surtout... je me sens complètement autorisée à entrer en tant que femme hétéro dans ma boîte. Et pourquoi faudrait-il qu'une personne gay ou lesbienne ou qui a une identité de genre qui n'est pas celle qu'on lui aurait assignée à la naissance ne se sente pas aussi libre que moi et aussi dans son bon droit que de venir telle qu'elle est ? Là, on se parle juste
de je vis en étant qui je suis. On ne parle pas de ma libido, de mon orientation sexuelle, de mes préférences. Et je ne connais pas beaucoup de personnes LGBT, voire aucune, qui a très envie de venir raconter ce qu'elle fait dans son lit. Exactement, pas plus que les personnes hétéros. Donc ça, c'est juste un premier point. Quand ce sujet ne sera plus un sujet, sans doute que ce sera plus un sujet dans les entreprises, mais parce que, précisément, certains n'auront plus à mettre un masque, contrairement à d'autres. Ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est quand... encore aujourd'hui, c'est des chiffres qui datent un petit peu de 2019, je crois. Il me semble que c'est 35% des personnes LGBT qui avaient subi, dans courant 19, une discrimination liée à leur identité de genre ou leur orientation sexuelle, affective. Pour beaucoup au travail. Ok. Quand ça n'arrivera plus au travail, sans doute que la question se posera moins au travail. Voilà. Mais ça existera toujours. Oui. Ne rêvons pas. La première remarque qu'on se prend vraiment dans la figure, c'est ça relève de la vie privée. Ce qui est totalement vrai. Sauf que il y a des conventions collectives dans le cadre de la conjugalité. Est-ce que je prends mes jours auxquels j'ai droit parce que je vais me marier ? Et je dis que je prends ces jours spécifiquement pour ces congés particuliers qui sont définis dans la loi ou dans des conventions collectives. Est-ce que je vais prendre mon congé d'accueil de l'enfant qui est l'équivalent du congé paternité, parce que ma compagne a accouché, ou mon compagnon, effectivement, qui est le parent biologique, l'enfant arrive dans notre foyer et on est allé le chercher, évidemment, en dehors de la France. Voilà, c'est tous ces éléments-là, aujourd'hui, qui fait qu'on n'active pas ces fameux droits. Donc la vie privée, elle est permanente. Et puis, c'est sa vie dans le collectif de travail. On travaille, mais on va de plus en plus. Alors là, pour les nouvelles générations, c'est une évidence. On va aller boire un pot parce qu'on va fêter un nouveau truc. On fête la fin de la semaine, on a gagné la mission, on a atteint l'objectif. Ou on se retrouve pour le plaisir de se retrouver. Ou le départ de quelqu'un, on fête son départ. Et on vient avec les conjoints et les conjointes, on parle de sa vie privée. Et moi, si j'en parle pas, j'en ai jamais parlé. Je m'exclus de fait. Et si je m'exclus, je suis plus dans ce collectif de travail, je suis plus comme les autres. Est-ce que je vais pouvoir en parler naturellement ? Et ça pèse. Donc ça, c'est une réalité. Alors, juste un petit point de wording, comme on dit. On ne parle pas de préférence. On ne va pas préférer aimer un homme ou une femme, ou préférer aimer un homme, un noir, ou quelqu'un d'handicapé ou autre. Ça s'appelle de l'orientation sexuelle. Donc, il n'y a pas de préférence. À un moment donné, on tombe amoureux ou amoureuse. Et ça peut être de quelqu'un qui est très différent de vous, par rapport à votre culture, par rapport à votre histoire, par rapport à votre milieu social. Et ça, c'est comme ça. Donc voilà, ce sont des mots qui sont importants. Il n'y a pas de préférence sexuelle parce que c'est souvent le mot qui ressort. Et pardon Michel, mais tu l'as dit très naturellement parce que on peut préférer aimer un garçon ou une fille. Non, en fait, on ne préfère pas. L'amour, ça vous tombe dessus, normalement, un peu par hasard. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on ne tombe jamais enceinte par hasard, en tout cas dans un couple homo. Donc ça, c'est un truc qui se prépare. Et pour le coup, il y a un vrai travail de préparation. Petite anecdote. Merci Catherine pour ces précisions. François, justement, je vais te donner la parole si tu veux rajouter quelque chose sur ce point-là. Oui, je trouve. Mais en tout cas, c'est la question. Je la répète juste pour ceux qui nous écoutent. C'est quels sont les enjeux en termes de performance, mais surtout, et c'est sur quoi on a insisté à l'instant, de bien-être au sein de l'entreprise. Donc François, quel est ton ressenti par rapport à ces deux enjeux-là ? Moi, je pense qu'effectivement, il y a le bien-être du collaborateur et il y a effectivement aussi l'entreprise comme un collectif. Moi, je suis absolument opposé à ce mythe, d'ailleurs, qui est très français, qui est une séparation entre la vie privée et la vie professionnelle. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est pas vrai. On vient avec nos histoires, avec nos habits, qui racontent quelque chose de qui on est, nos accents. Donc, et je trouve que c'est bizarrement une dialectique qui se retourne toujours contre les gens qui ont envie de dire « Ah ben moi, je suis un tout petit peu différent et j'aimerais bien qu'on m'écoute ». Mais c'est intéressant aussi de déconstruire ce genre de choses. Par rapport il y avait peut-être un besoin de neutralité à la base. Mais besoin pour qui et de qui ? Pour les autres, enfin pour ceux qui... C'est-à-dire pour les hétéronormés qui ont construit les valeurs de l'entreprise avec une identité. Mais ils ne se sont pas levés le matin en disant « Ah, je suis hétéronormé, je vais créer la culture de l'entreprise ». Le monde, il est pour moi, c'est souvent un vecteur par la majorité. C'est un vecteur de conservatisme. Ouais, d'exclusion. Et c'est pour ça qu'il faut aller le chercher. Et d'ailleurs, l'hétérosexualité... Je ne l'ai jamais rencontré. C'est-à-dire, c'est comme l'homosexualité. Il y a plein de gens qui sont très différents. Et effectivement, on ne se définit pas simplement par qui on aime, avec qui on couche, une fois, 2 fois, 15 fois, 100 fois. Et c'est justement ce qui est intéressant dans cette logique d'entreprise. C'est dans un moment où des grandes institutions qui sont la famille, l'État, la religion, qui ont été très prégnantes pendant des années, pendant des siècles, voire des millénaires, ont perdu de leur acuité. Comment est-ce qu'on reconstruit quelque chose ? Et moi, je
je suis certain, et c'est une conviction en tout cas, que le monde de l'entreprise est un endroit très intéressant à travailler de cette façon-là. Mais la question, c'est comment on le travaille. Parce qu'on peut le faire en se disant, oui, on est des entreprises, on accueille les gays, les bi, les trans, et tout le monde, c'est super. Sauf qu'il faut faire une vraie place à l'homosexualité, etc. Et c'était très intéressant quand tu disais, oui, par exemple, quand on prend un collaborateur, c'est un homme, il va faire sa transition, il va devenir une femme, et ça tombe sur le bureau du DRH qui dit, mais moi, je ne comprends rien, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et à la fin, on finit par pousser la personne dehors. Et c'est intéressant de se dire, quand on est une entreprise, au-delà des fois des grands discours qu'on peut servir, c'est concrètement, qu'est-ce que ça va être? Concrètement, comment est-ce qu'on va faire évoluer les choses? Et les managers sont essentiels. Donc ces enjeux-là de formation, de sensibilisation, ils sont essentiels. Donc concrètement, les grands principes qu'on peut donner là pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour affirmer une posture d'ouverture, d'acceptation, d'accueil de toute personne qui a choisi son orientation sexuelle et pour qu'elle soit le mieux possible avec elle et dans il collectif. Alors, moi, je vais vous donner... Mais c'est un avis de manager. Après, bien vous sûr, aurez des choses peut-être plus structurées. Pour moi, il y a deux choses essentielles. Premièrement, il y a une logique d'équité et il y a une logique de vigilance. L'équité, c'est ce que je disais, c'est faire en sorte que les managers fassent de la place à cette diversité. C'est-à-dire que c'est dans les discours, des fois c'est des petites attentions, et c'est être préparé au fait que peut-être dans les collaborateurs dont on a envie de penser qu'ils sont peut-être tous identiques, il y en a qui sont différents. Il faut ouvrir la porte à ça pour que ce soit possible. Donc cette logique d'équité, elle est extrêmement importante. C'est comment dire aux gens de manière très claire, s'il y a une différence, vous serez traité de la même façon, mais avec cette différence, parce qu'elle est intéressante pour l'entreprise. Donc ça, c'est pour moi, c'est l'équité. Mais il faut le dire, ça? Je pense qu'il faut le dire, il faut l'assumer. Il faut l'affirmer. Et je pense que la question de charte, la question aussi de rôle modèle, peu importe comment on le définit, ce sont des preuves objectives qu'il faut mettre en place. Vous savez, il y a l'autre qui disait il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. C'est un peu la même chose pour la diversité et le management. Donc la question de l'équité, pour moi, est très importante, et c'est le rôle en plus d'un manager. Et deuxièmement, c'est la vigilance. C'est exactement ce que tu disais, c'est le petit mot à la machine à café, c'est le petit l'insulte. Effectivement, il y a des mots qu'on ne dit pas pour les noirs ou moins pour les femmes, etc. Par contre, le mot PD, enculé, franchement, ça s'entend assez souvent dans une entreprise. À quel moment on dit oui, dans une réunion, tu as dit le mot PD, c'est peut-être pas génial. Mais ça, c'est très dur pour un manager. Enfin, je veux dire, au-delà des grandes déclarations d'intention, faire ce pas-là, voilà. Et je pense que, alors moi, ça m'est arrivé, par exemple, dans des réunions, de dire, quelqu'un dit, oh là là, lui, c'est vraiment, c'est un PD. Je dis, il y en a un deuxième à la table. Et ça ramène tout le temps les gens, et c'est là aussi le principe d'équité, le principe d'exemplarité est très important. Mais ça veut dire, ce que je disais au début, et j'insiste là-dessus, ça nécessite un travail. Au-delà des bonnes volontés, de tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est à un moment, l'entreprise, elle doit être face à cette diversité et ça doit changer les choses. Et c'est pas toujours simple et il faut aussi le dire, c'est important. Est-ce que dedans, il y a un rôle des alliés? Parce que là, quand je t'entends, il y a une autorisation que tu donnes à toi-même avec un statut peut-être de manager, peut-être qui est moins fragilisé dans son poste. On est jeune, on a, je sais pas, peut-être peur de se faire virer, peut-être moins de capacité à répondre à des propos homophobes, des propos affreux. Enfin, je veux dire, c'est vraiment Et ça me fait penser aussi à ce qui se passe autour d'un sexisme ordinaire dans les réunions. Donc là, comment est-ce que... On n'est pas loin du racisme ordinaire aussi, parce qu'on peut en dire depuis tout à l'heure, mais c'est un sujet qui, mais en fait, tranquillement, voilà, l'intersectionnalité des enjeux, là aussi. Mais il faut se dire aussi, qui doit faire ce travail? Évidemment, c'est bien quand on est LGBT à un moment de lever la main en disant stop. Et d'ailleurs, c'est recadré. Et d'ailleurs, il y a aussi plein de gens qui comment dire, sont pas d'une homophobie crasse. Et quand on leur a expliqué, voilà, ou au moins ils ont un peu peur et ils se calment. Mais c'est justement au management d'ouvrir la possibilité que cette personne lève la main. Et c'est pour ça que c'est très important. Effectivement, c'est des rôles d'alliés et c'est des rôles vraiment de prise en charge globale par l'entreprise, de façon à ne pas laisser la place. Sinon, on a des paroles d'un côté, des actes de l'autre, et qu'on soit génération X, Z, Y ou VIOC comme moi, ça ne fonctionne pas et ça ne marche pas. Donc c'est extrêmement important, cette cohérence en tout cas. Catherine, sur cette idée d'endogamie, sur cette idée-là de capacité à être soi, il y a quand même la possibilité de s'annoncer. On va parler de coming out. Comment est-ce que toi tu vois évoluer
ce coming out, cette possibilité de s'affirmer, de prendre la parole pour tous les talents LGBT d'une entreprise? Alors, il y a 3 conditions essentielles, et notre cercle insiste très lourdement là-dessus. François, tu parlais tout à l'heure des alliés. On a sorti un guide des alliés consultable en ligne sur notre site. Tu parlais effectivement de comportements sexistes. On a sorti le guide Voilà, justement, avec des paroles et des témoignages de femmes dirigeantes, lesbiennes, qui ont fait leur coming out dans des entreprises internationales de culture française. Ça, c'est intéressant par rapport au monde anglo-saxon. Mais on parlait de posture, c'est même plutôt d'ambiance. C'est d'un côté, direction générale qui est très claire sur le sujet et donc zéro tolérance, mais également, globalement, c'est les 93% de personnes qui sont plutôt des hétéros. C'est plutôt à eux et à elles de réagir. C'est plutôt aux blancs de réagir quand il y a un comportement à propos un peu raciste. C'est aux hétéros de dire à un moment donné, parce que si c'est toujours la personne concernée sur le critère qui réagit, on va toujours lui reprocher. Et dans 90% des cas, c'est ça. Ah, tu manques d'humour. C'est un peu comme le blague des blonds, vous voyez. Ah, il manque d'humour, c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant, mais si, quand même. C'est pas agréable. Donc ça, donc c'est tout l'ambiance. De l'autre côté, il y a sur le volet RH, bien sûr, événements de sensibilisation, des personnes qui peuvent venir, raconter, expliquer, etc. Mais on apprend rarement aux managers de proximité à gérer un conflit. Et même si le sujet il est très carré, très clair, et bien inscrit dans les processus de ressources humaines, quand un cas se produit, si on n'a pas aidé le manager de proximité à identifier des signaux faibles ou forts, ça va commencer effectivement à dériver, et ça vaut pour tous les critères d'ailleurs. Alors à un moment donné, ça peut déraper. Troisième point, c'est clairement la question effectivement des nouvelles générations, et ça rejoint la question que tu me posais, Élodie, sur le fait que les nouvelles générations n'ont pas envie de se cacher comme leurs aînés. Parce que, évidemment, vous avez, je l'évoquais, il y a des parents qui tirent un trait sur la relation avec leurs enfants, mais nouvelle génération, on le voit bien dans la société civile, on le voit bien dans les films. Voilà, France Télévisions qui re-signait La Charte lundi, voilà, on voit dans les programmes qui vont dans toute la population, des couples de femmes, des couples d'hommes, on commence à avoir des coming out, pas beaucoup dans le monde du travail. C'est pour ça que les rôles modèles que tu évoquais tout à l'heure, François, sont essentiels aujourd'hui. On a besoin de montrer qu'on a réussi sa carrière en étant patron, patronne, et en étant gay ou lesbienne visible. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a lancé l'édition des rôles modèles à Autre Cercle, c'est que on a plutôt des nouvelles générations de jeunes managers ou de jeunes gens, hommes et femmes, qui ont fait leur coming out ou qui ont fait leur transition et qui sont visibles. Alors que leurs aînés, la génération plutôt de la mienne, alors qu'on les connaît, on le sait dans les dîners en ville, n'ont pas cette fraternité ou cette sororité de le dire, alors qu'il n'y a plus d'enjeu pour eux et que ce sont des personnalités du monde, soit du journalisme, soit effectivement du monde de l'entreprise ou des médias, et qui ne font pas ce rôle-là. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est que les nouvelles générations, évidemment LGBT+, on dit plus, nous, parce qu'on travaille un corpus d'employeurs qui sont encore un petit peu loin du sujet, évidemment, on monte LGBTQIA quand on est un petit peu avancé. Mais ces nouvelles générations sont évidemment concernées, mais leurs camarades hétéros aussi. Et on voit bien une tendance lourde. Alors là, si on est sur la guerre des talents, on est plutôt sur des profils Bac++. On voit bien des jeunes de grandes écoles, majeurs de leur promotion, qui aujourd'hui disent « j'irai pas bosser dans une boîte qui détruit la planète, j'irai pas bosser dans une boîte qui ne décarbone pas effectivement ses investissements, etc. etc. et j'irai pas dans une boîte qui n'est pas claire sur une vraie politique inclusive pour les personnes lesbiennes, gays, bi ou trans. » Et donc ça, c'est un enjeu global où, là-dedans, c'est la concordance, non pas des luttes, mais de convictions de nouvelles générations. Alors ça joue que pour les très diplômés. La question aujourd'hui, là on parle de guerre des talents et je m'adresse aux jeunes étudiants, parce qu'on a aussi décliné notre charte d'engagement LGBT+, pour l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que pas seulement en tant qu'employeur, mais aussi pour leurs étudiantes et étudiants. On a vu un WhatsApp raciste dans une grande école, qui a été dévoilé il n'y a pas longtemps. On a vu effectivement des comportements déviants sur les questions LGBT+, mais on a aussi beaucoup d'associations dans ces grandes écoles qui forment nos élites de demain. Donc de manière globale, ça va aider les jeunes étudiantes et étudiants LGBT+, mais aussi leurs camarades hétéros qui seront à des postes de responsabilité. Et ça, c'est un enjeu collectif. Et comme pour... Merci Catherine. Pardon. J'allais justement te donner la parole pour justement continuer sur ce thème-là, qui est effectivement le thème des nouvelles générations que vient d'évoquer Catherine. Elle parlait de sororité, d'engagement, d'une nouvelle génération qui se déclare et qui assume beaucoup plus que ses aînés. Et j'imagine qu'effectivement, comme tu allais le faire à l'instant, tu as peut-être ton avis sur le sujet. Oui, un avis, il est en train de se construire parce qu'en réalité, on observe cette jeune génération et il y a déjà une différence entre un jeune de 19 ans et un jeune de 14 ans. Et là, j'ai en tête mon fils, ma fille, ils sont déjà des étapes différentes et dans des mouvances différentes. Il y a là aussi un sujet d'intersectionnalité, on va dire. Tu parlais tout à l'heure de la nécessité ou de la puissance des rôles modèles et j'y reviendrai juste après, mais
effectivement, au moment où on devient soi-même à 40 ans, plutôt assis dans ses fonctions, moins craintif pour son évolution, quel que soit son coming out. J'ai eu un parcours académique, universitaire et pas grandes écoles. Il y a 5 ans, je ne leur criais pas sur les toits. Aujourd'hui, je l'assume et je le dis en fait, pas pour moi, mais parce que c'est ma responsabilité à l'endroit d'étudiants qui n'auraient pas la chance de pouvoir intégrer les parcours grandes écoles, quelle qu'en soit la raison. Et bien là, de la même manière, effectivement, il y a cet enjeu-là de faire gagner en sororité ou en collectif la question LGBTQI+, je m'entends par là, souvent ce sont devenus, quels que soient les sujets de la diversité, des réussites individuelles. Une femme qui devient patronne d'un groupe du CAC 40, c'est une exceptionnelle réussite individuelle. D'ailleurs, elle aime aussi à se dire que c'est sa réussite individuelle. Globalement, les secteurs un peu réacs sont très contents d'en faire une exception en disant, bon, vous voyez, on l'a, donc on n'est pas contre. Il y en a une, ça c'est fait. Il y en a une, ça c'est fait. Il y en a un, il y en a une. C'est bon, on est au complet. Il n'y a plus de place. Voilà. Et donc, cet élan de collectif qui arrive par le bas, par la jeunesse, je pense qu'il va nous permettre d'accélérer beaucoup plus. J'ai juste un point de précision. Tout à l'heure, tu posais la question de qu'est-ce qu'on peut faire en entreprise. Alors, ça va paraître complètement... je ne sais pas si c'est anecdotique, en tout cas, le petit plan d'action facile à mettre en œuvre, ça nécessite de redémarrer par de la sensibilisation. Dans une entreprise où on se dit, c'est le sujet, c'est pas le sujet, il y a un problème, il n'y a pas de problème, la sensibilisation. On parlait tout à l'heure de la moitié des personnes LGBT qui ont été rejetées par leurs parents. Il me semble, et de la non-frontière finalement entre l'entreprise et la maison, j'ai ouï dire qu'il y avait quelques parents dans les entreprises. Le fait de remettre le sujet au cœur, c'est super. On a des stagiaires. Moi, j'ai eu le grand bonheur d'avoir des stagiaires qui ont fait leur coming out après des campagnes de sensibilisation interne. Ça, tu as vu l'effet immédiat. Ils se sont dit, bien sûr. Immédiat. En fait, c'est OK. Donc, c'est-à-dire qu'on met en place OK. des ateliers de sensibilisation immédiatement. C'est important de le dire dans des transitions qui peuvent être longues. Là, ici, tu vois, tu dis que c'est possible. Je te dis que c'est possible, et si ça arrive en échelle de 2. Et donc, ça va effectivement, refaire le point sur du bon usage des mots. Ouais. Alors là, tout le monde se dit, ah ouais, ok, attends, là, tu vois tout le monde prendre des notes, en fait, ou tout le monde pose des questions. Ça déstresse aussi. C'est pas grave si tu fais une boulette. En fait, visiblement, c'est pareil pour tout le monde. On constate qu'il y a énormément de gens qui s'inscrivent par ailleurs à nos conférences. Ça, c'est un premier point. De la sensibilisation, de la formation. 100% de nos recruteurs sont formés au recrutement inclusif. Alors, sur l'ensemble des sujets d'inclusion et de diversité, et ça ne veut pas dire faire de la discrimination positive, ça veut dire comment j'accueille effectivement en entretien. Le prendre en compte. Oui, et le prendre en compte, exactement. Ouais. Le prendre en compte. Et comment j'accueille en entretien une personne qui, visiblement, est en train de faire sa transition, par exemple. Comment j'accueille en entretien quelqu'un qui a un parcours académique et pas du tout celui qui était noté, mais peut-être qu'il a des compétences qu'il serait intéressant d'évaluer. Comment j'adresse le sujet du handicap en entretien sans me mettre aussi hors la loi ou mettre en situation délicate la personne en face. Donc, recrutement inclusif et management inclusif, c'est ce que vous évoquiez très bien, mieux que moi, tout à l'heure. François, justement, si tu devais, toi, avec une manière très, très rapide, succincte, donner ta vision à toi de cet enjeu de coming out, rapidement, tes grands messages par rapport à l'expérience et ta vision là-dessus. Je pense qu'effectivement, il y a un effet jeune génération qui se fait beaucoup mieux. Et moi, je suis surpris en tant que directeur général de voir des jeunes qui viennent dire directement, voilà, moi je suis gay ou lesbienne. Et je trouve ça vraiment génial. Je pense qu'il faut qu'on fasse très, très, très attention à ce que ce ne soit pas l'arbre qui cache la forêt. Et que derrière, il y a encore beaucoup de situations qui sont extrêmement compliquées, extrêmement délicates, et qu'on ne se retrouve pas dans une situation où des gens qui ne font pas leur coming out de manière très spontanée pourraient, eux, au contraire, avoir la double peine. Donc attention au secteur où on est, aux milieux dans lesquels on évolue. Il y a encore des choses très, très compliquées et il faut être vraiment très prudent et très pragmatique et très lucide sur cette situation. Mais effectivement, ça va mieux et franchement, ça fait du bien. Alors là, on a effectivement parlé des talents et merci François de le rappeler, mais la grande majorité des personnes qui travaillent n'ont pas de talent particulier. Ils font leur boulot. Voilà. Et donc pour ceux qui sont des statuts d'employés, d'ouvriers ou d'ouvrières, pour qui il n'y a pas de notion de parcours, d'études supérieures, de plein de choses, leur quotidien, ils ne sont pas forcément le choix des armes, elles et eux, en revanche, pour retrouver leur job. Et donc ils n'auront pas le choix de rentrer dans une boîte inclusive. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tout le monde y passe. Alors, justement, il faut qu'on conclue.
En tous les cas, c'est très intéressant le dernier mot que tu as utilisé, à savoir l'inclusivité. Parce qu'en vous écoutant, j'ai beaucoup appris. Je vous ai évoqué tout simplement ma propre perception ou interrogation sur la fameuse sphère privée dont on a beaucoup parlé. Et sur cette notion de diversité. Moi, j'ai lu une phrase hier. J'ai oublié que l'auteur, avec un E, parce que je sais que c'est une femme, m'en excuse, ou l'autrice, qui en fait résume à peu près ce qu'on vient de se dire. Et c'est vrai pour tout type de diversité. Et ce qu'elle dit, c'est la diversité, c'est quand on vous invite dans une soirée. L'inclusivité, c'est quand on vous invite à danser. Et en vous écoutant, je pense qu'il y a un effort qui est fait au niveau des entreprises pour embrasser cette diversité. Le plus grand enjeu derrière, et on voit que la jeune génération aide les entreprises de manière très positive, c'est d'inviter à cette inclusivité, d'inviter à danser les différentes populations, en tout cas chacun d'entre nous avec notre intersectionnalité en termes de diversité, que ce soit en termes de genre, que ce soit en termes d'ethnie, pourquoi pas même d'un point de vue religieux. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris en vous écoutant. Comme disait Louis de Funès, quand on lui a dit « Qu'est-ce que ça vous a fait de tourner Rabbi Jacob ?» Il a dit « Ça m'a décrassé l'âme ». Je ne dirais pas que mon âme était décrassée, était en tout cas encrassée. Elle n'avait pas l'air. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que grâce à toi également, Élodie, et à travers ce thème que l'on a abordé aujourd'hui, et je pense que beaucoup de gens comme nous, comme moi, ont beaucoup appris et vont ouvrir, comme tu aimes souvent le dire, Élodie, leur chakra. Donc merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Eh bien, bien sûr, namasté. Namasté, d'un côté comme de l'autre. Finalement, il y a le mot. Il y a des mots qui sont quand même très forts. Il y a cet enjeu d'équité. Si je dois résumer, là, très rapidement, il y a un enjeu d'équité, puis il y a un enjeu de vigilance. Moi, je pense qu'effectivement, c'est très compliqué. Et toi, tu l'as dit sur cette notion qu'on a de tout le monde n'est pas un talent, donc tout le monde n'a pas aussi cette possibilité dans des boîtes d'être identifié comme tel et d'avoir des parcours qui font que, parce que l'entreprise veut performer, elle va miser sur ses talents, donc il faut quand même être vigilant là-dessus. La vigilance, tu nous en as parlé également sur le fait que tout le monde n'est pas en capacité de s'exprimer, mais donc il ne faut pas de double peine. Donc je retiens ça aussi, beaucoup de bienveillance. J'espère que l'émission aura donné, j'allais dire, des bonnes pratiques, parce qu'on voit qu'on peut agir quand même tout de suite, des chartes, sensibilisation, formation, voilà, lancez-vous et on s'ouvre un peu. Et d'un mot, la joie, parce qu'on se parle de vigilance, on se parle de performance, mais c'est tellement plus joyeux que de travailler avec des gens qui ne sont pas la copie de vous-même. Donc juste, voilà, la joie en fait. Que la fête commence. Merci à tous. Merci beaucoup.